Merci beaucoup d'être venu. Le but, c'est qu'on parle un peu du recrutement dans le domaine du digital ensemble. Moi, je me présente, je m'appelle Alexandre, je bosse dans le cabinet de recrutement Urban Linker depuis un peu plus de 2 ans. Et le but, c'est qu'on voit un petit peu les tendances du marché aujourd'hui et quels sont les pièges quand on est un candidat à éviter et comment se mettre en valeur, puisque le web peut être aussi bien un atout qu'un danger, tout simplement. Donc le but, c'est de voir ensemble les principaux éléments qui peuvent vous mettre en valeur et qui peuvent vous causer du tort, tout simplement sur le web, parce que tout se sait si on ne maîtrise pas son image, tout simplement. Donc le but, c'est au cours d'une rapide présentation, cibler ces points-là. Et effectivement, si vous avez des questions, avec grand plaisir pour y répondre, histoire que je puisse vous donner la parole. Tac. Le but d'Urban, pour aller rapidement là-dessus, a été vraiment de se tourner du côté candidat. On avait vraiment voulu faire la différence sur le marché du recrutement, qu'on trouvait un peu vieillissant et pas forcément tourné vers les problématiques du digital. Donc le but a été d'allier des méthodes traditionnelles du recrutement qui marchaient et les adapter à la sauce digitale. Et en fait, on a très rapidement compris que le problème du recrutement dans le digital allait être de trouver les bons candidats et qu'on est sur une logique qui est pénurique aujourd'hui dans cet écosystème-là. Et donc, la logique a été vraiment de séduire ces candidats-là qui étaient souvent déçus de leurs expériences passées en termes de recrutement, avec des CV qui étaient envoyés à toute la place de Paris, avec des recruteurs derrière qui ne les suivaient pas, avec des personnes qui ne les rencontraient pas. Et nous, on a voulu créer véritablement du lien. D'où notre nom au final. Et donc ça passe par là de se mettre à la place du candidat et de lui offrir vraiment un suivi personnalisé tout au long de son processus de recrutement, dans la sélection en amont des offres qui vont véritablement coller à ses exigences, puisqu'on va enclencher la discussion avec lui et on va échanger d'abord avec lui, jusqu'à l'accompagnement dans le process de recrutement, brief avant les entretiens, débrief, afin de lui obtenir et sélectionner la meilleure offre pour lui, tout simplement. Donc ça a été ça le postulat, et de vraiment offrir une méthode de recrutement qui est sur mesure, tant pour les clients évidemment que pour les candidats. Aujourd'hui, on travaille sur tous les métiers du digital. Urban Linker a pour vocation quand même à rester assez proche des métiers techniques. Aujourd'hui, ça correspond à 60-70% de nos recrutements à l'année, mais on a une présence qui est effectivement sur tous les autres métiers du digital, que ce soit du côté sales, que ce soit du côté web marketing, et aussi des profils de direction. Donc on va recruter aussi bien un développeur web junior, un CTO, qu'un web marketing, un traffic manager ou un social media manager. Par contre, chez nous, il y aura 2 entités dédiées, une entité dédiée à la tech et une entité dédiée à la dimension sales et web marketing, pour que chacun ait son domaine d'expertise et puisse être crédible au niveau des clients et des candidats. Quelques références que l'on a pu accompagner au cours de nos 7 années d'existence. On a des startups qui ont explosé comme des Price Minister, comme des Molotov aujourd'hui qui créent le nouveau Netflix à la française, comme des noms très reconnus comme Canal+, Deezer ou encore PrestaShop. Le but, et c'est un éventail qui est hyper réduit, vous vous en doutez, aujourd'hui on accompagne près de 250 clients depuis notre existence, à 60-70% des startups, et on participe également à la digitalisation des grands groupes dans cette stratégie-là. Canal+ en est un exemple et qui bénéficie de notre expertise sur ces métiers qu'ils connaissaient pas ou peu initialement. On va passer du coup au marché du recrutement digital. L'objectif est véritablement de cibler un petit peu les principales tendances. Je me suis orienté dans un premier temps sur vraiment les tendances tech, et quelles sont aujourd'hui les technologies sur lesquelles les développeurs ou les profils vont être attendus. Aujourd'hui, clairement, les langages qui sont les plus en vogue, vous les avez sur la slide. Le PHP reste quand même le langage qui est hyper courant. On notera le Symfony 2 comme framework qui est le plus recherché aujourd'hui. On a bientôt Symfony 3 qui est en cours de préparation et qui va être en cours d'adoption par les sociétés. On note l'émergence du langage JavaScript avec une vraie dimension full stack pour les connaisseurs, à la fois du côté serveur et du côté client, avec des technologies comme Node, comme Angular, comme Backbone ou encore React, qui sont hyper prisées par les startups et par les sociétés en général. On notera également aussi les langages comme Python et comme Ruby, qui sont de plus en plus appréciés d'une part par les développeurs et recherchés par les sociétés. Donc avec des frameworks pour Ruby, on va parler de Rails, on va parler de Sinatra. Pour Python, on va parler de Pylons, on va parler de Django notamment. Le métier de développeur, aujourd'hui, on note, nous, dans les besoins sur lesquels on travaille aujourd'hui avec nos clients, qu'un développeur n'est plus un simple développeur, mais également a une vision un peu plus large de son métier. Il est
de plus en plus rarement confronté uniquement aux tâches de développement, mais on va faire appel à lui sur une vision, ce qu'on va appeler DevOps, qui est d'avoir à la fois le nez dans le développement et également dans la partie exploitation. C'est tiré des méthodos agiles qui nous permet aujourd'hui d'avoir une organisation et une optimisation des processus au sein du système d'information de la société. On notera également deux mots qui doivent vous parler, le big data, on en entend parler de plus en plus, c'est des qualités et des outils qui sont de plus en plus recherchés par les sociétés qui y font face, avec un traitement massif de données aujourd'hui, et là on va parler d'outils tels Redis ou Cassandra pour des bases de données qui sont novatrices à ce secteur-là et qui permettent de nouvelles choses. On va également parler de frameworks comme Hadoop notamment ou d'Elasticsearch. Aujourd'hui, on a également une nouvelle dimension qui est plus orientée sur la dimension utilisateur, qui ne va pas forcément concerner le développeur directement, mais qui va concerner la startup dans son ensemble. C'est les nouveaux métiers centrés autour du produit, avec un rôle de product owner, qui va être, lui, centré sur l'évolution du produit, être garant de ses nouvelles fonctionnalités, et qui va être l'interface un peu entre les différents pôles métiers de la société. Donc qui va se mettre à la place d'utilisateur, qui va être capable à la fois d'aller dialoguer avec le service marketing concernant les attentes, avec le service commercial sur comment vendre le produit, et également avec le service technique pour savoir comment développer et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc c'est quelqu'un qui est de plus en plus au centre de la stratégie, et après ça va dépendre évidemment de la typologie de la société, mais on peut parler de product owner pour un site e-commerce et pour savoir clairement comment optimiser son tunnel d'achat, comment augmenter la rétention d'un utilisateur sur un site, comme sur un logiciel, sur comment être pertinent dans les nouvelles fonctionnalités qu'on va développer et être sûr de répondre à un vrai besoin. Donc nous, c'est les trois tendances que l'on a notées dans ces nouveaux métiers. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est les trois les plus centrales aujourd'hui que l'on peut notifier. Après, sur les autres métiers dans l'intégralité du digital, on va parler évidemment de communication autour des réseaux sociaux avec tous les nouveaux métiers comme Community Manager, Social Media Manager, des gens qui vont être garants de l'e-réputation de la société et qui vont donc activer les leviers tels Facebook, tels Twitter, pour être sûr de l'image que l'on veut véhiculer et être au plus près des utilisateurs également en répondant à leurs requêtes et en créant du lien avec les communautés que l'on veut engager. Voici un petit peu les principales tendances que l'on a notées et qu'il est de plus en plus courant de voir au sein du digital. Aujourd'hui, on a noté trois idées reçues principales au niveau des sociétés. On a noté start-up, mais c'est au niveau des sociétés en général. La première idée reçue, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, et encore une fois, on se base sur un constat que nos candidats que l'on rencontre au quotidien nous ont soumis, que les sociétés vont chercher uniquement des ingénieurs ou des bac+5. C'est faux. Aujourd'hui, on a des sociétés qui vont être autant basées sur le savoir-faire que sur le savoir-être. On y reviendra tout à l'heure. Mais en gros, une start-up ne va pas forcément aujourd'hui se focaliser sur un diplôme, bien au contraire. Elle va analyser votre potentiel, analyser vos compétences, un petit peu ce qu'on va appeler fonctionnelles, votre personnalité, votre adhésion aux valeurs de la société pour s'y fier. Évidemment, il y a toujours un background technique si on est sur un poste de développeur ou de sales si on est sur un poste de business développeur qui va être requis, mais ça va différer selon les attentes de la société. Donc non, il ne suffit pas d'être ingénieur ou d'avoir un bac+5 pour être sûr de trouver un poste. Et à contrario, on note, et le wagon en est un bon exemple, plusieurs formations qui naissent aujourd'hui. On va parler de la 3W Academy qui propose des formations en 3 mois. On va parler également de Simplon qui va pouvoir vous donner des cours de code gratuitement. Le wagon qui va vous former également sur des nouvelles technologies. C'est ce genre de formation aujourd'hui de plus en plus apparente sur le marché et les sociétés y sont de plus en plus sensibles. Donc les idées école d'ingénieur obligatoires pour un poste technique dans le digital, non. Et une école de commerce absolument pour un poste de business developer, non également, puisqu'aujourd'hui un business developer va être attendu sur sa capacité à gérer un portefeuille client et sa capacité à faire croître la société. Donc pas forcément sur un diplôme. L'idée reçue numéro 2, c'est que les sociétés ne vont pas rechercher de profil junior. Encore une fois, c'est faux. Les sociétés vont être encore une fois attachées à un potentiel et à votre attachement à la société, tout simplement, et à votre adhésion aux valeurs qu'elle peut véhiculer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas se fermer sur un poste, mais aujourd'hui, ils vont autant apprécier la projection que vous allez avoir avec eux que votre background, tout simplement. Et encore une fois, les formations que je viens de citer vous permettent de postuler à des postes qui sont aujourd'hui viables sur le marché. Idée reçue numéro 3, les sociétés qui recrutent demandent un excellent niveau technique à leur entrée. C'est le cas de plusieurs développeurs que nous on rencontre qui sont juniors, pour le coup, qui sortent d'école ou qui sortent de formation et qui se heurtent à cette barrière-là ou qui ont cet a priori-là. Encore une fois, c'est faux. Chaque société a ses propres prérequis techniques.
Il suffit par contre en amont de bien effectuer son choix en termes de société, de savoir le type de société que l'on va viser pour être sûr d'être pertinent par rapport à ça, par rapport à une annonce, par rapport à un descriptif de poste et de faire jouer tout simplement la compréhension du métier que vous allez en avoir. Donc aujourd'hui, pléthore de profils juniors sont recrutés, tout autant que des profils seniors. Donc il n'y a pas forcément de logique là-dedans. Comment, du coup, se mettre en valeur lorsqu'on va rechercher un poste? Déjà par son CV. Je vous ai mis 2 exemples de CV, un que l'on trouve plutôt très pertinent et l'autre que l'on va trouver moins pertinent, vous allez voir visuellement. Ce que l'on va attendre sur un CV, c'est qu'il soit clair, qu'il soit lisible et qu'il y ait une organisation qui saute aux yeux à un recruteur. Un recruteur, que ce soit dans une société ou un cabinet de recrutement. Donc en gros, c'est vos coordonnées qui doivent figurer sur le CV, c'est une organisation claire, la formation, vos expériences, le détail de vos compétences et le récit de vos expériences, histoire que l'on ait une vision hyper rapide de ce que vous savez faire. Concrètement, ce type de CV-là, pour nous, est parfait. Évidemment, je l'ai anonymisé. Évidemment, il avait mis son adresse mail. Évidemment, il y avait son adresse et son numéro de téléphone. Mais c'est déjà donner un titre clair à votre CV, histoire que vous soyez facilement identifiable sur le type de poste que vous souhaitez rechercher. Si vous mettez un titre trop générique ou si vous n'êtes pas précis là-dessus, vous ne serez pas clairement identifié, vous pouvez passer à côté d'opportunités. En gros, après, ce CV nous plaît particulièrement puisqu'en termes de formation, on sait directement identifier le background de ce candidat et ensuite, dans ses expériences, on sait exactement ce qu'il a pu faire et ensuite les technologies associées à chaque tâche qu'il a pu effectuer. Et enfin, on sait les projets divers qu'il a eus, ne pas hésiter à mettre en avant ses projets personnels. Aujourd'hui, les sociétés vont être aussi bien attirées par des expériences concrètes, des expériences professionnelles, que par des expériences personnelles. Donc les projets à titre personnel que vous avez pu développer, les associations auxquelles vous participez, ce que vous suivez en termes de veille technologie sur Internet, puisqu'aujourd'hui, votre attirance pour ce secteur-là et les actions que vous pouvez mettre en œuvre en témoignant sont autant importantes qu'un background ou qu'une expérience vécue professionnelle. Et enfin, bon, loisirs et autres activités, ça c'est la case classique, qui va différer du CV, qui est celui-ci, où on voit tout de suite qu'en termes d'organisation, on est un peu moins clair, on va un peu moins cibler ce qu'a pu faire la personne. Le descriptif des expériences, il faut aller chez l'opticien avant pour savoir véritablement quel en est le contenu. On n'apprend pas grand-chose de cette personne et c'est assez compliqué pour nous, recruteurs, d'identifier véritablement ce qu'elle a pu faire et ce vers quoi elle se dirige. Après, en termes de CV, ça va évidemment dépendre du type de poste auquel vous allez postuler. Un CV de développeur web ne va pas être le même qu'un UX UI designer, qui ne va pas être le même qu'un social media manager. En gros, ce qu'on va attendre pour un CV de développeur, c'est comme je le disais, une organisation claire, une stack techno qui est bien remplie, pas forcément de name dropping à outrance de toutes les technologies du monde que vous avez pu entendre, mais celles que vous maîtrisez concrètement, histoire de ne pas perdre le recruteur et d'être pertinent par rapport à ça. Et d'être visible si vous participez à la communauté, que vous mettez des bouts de code sur GitHub ou Stack Overflow, qui sont les 2 principaux sites sur lesquels c'est possible, ne pas hésiter également à le signifier. Pour un social media manager, on va plutôt attendre une présentation un peu sympa, un peu décalée, qui va mettre en avant son e-réputation et qui va permettre d'avoir un œil hyper clair sur ce qu'il a pu faire et les projets qu'il a pu mener. Pareil, sur quelqu'un qui est très orienté design, bon, effectivement, la présentation va être le plus important. On va également parler de portfolio, donc des projets qu'il a pu réaliser de façon très concrète. Et là, il y a des sites comme Dribbble qui permettent d'être visible et d'être identifié hyper rapidement et de pouvoir mettre tout ça en ligne hyper facilement. Justement, on parlait d'e-réputation. Le but, comme je l'ai dit en préambule, Internet peut être votre principal allié, comme votre principal danger si vous ne prenez pas soin à bien étudier la question. En gros, aujourd'hui, il est indispensable quand on recherche un poste de maîtriser l'image que l'on peut diffuser sur Internet. Ça passe par votre présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Ça passe par les images qui peuvent circuler sur vous et ça passe également par le contenu que vous pouvez publier sur Twitter ou autre. Donc en gros, c'est quand vous commencez à rechercher un poste, c'est tout simplement de googliser votre nom pour savoir tout simplement ce qui se dit et ce qui réapparaît quand on tape votre nom. Ça paraît simple, mais peu de candidats le font effectivement. Et nous, on se retrouve parfois avec des comptes Facebook qui sont totalement ouverts, où on voit les photos en soirée de la personne 4 jours avant, ce qui n'est pas forcément le plus vendeur. Donc maîtrisez ça, vous avez les paramètres de confidentialité qui vous permettent de maîtriser totalement ce qui paraît sur vous. Donc, pas se leurrer, aujourd'hui un recruteur va à 100% regarder ce que vous publiez et quelle est votre visibilité sur Internet.
A contrario, le web aujourd'hui est un vecteur qui est hyper important pour trouver un job et sur lequel on se doit de porter attention. J'ai noté deux principaux éléments qui sont pour nous aujourd'hui assez indispensables. Ça va être LinkedIn évidemment et ça va être Twitter. J'ai choisi deux réseaux sociaux qui n'ont pas du tout la même utilisation. On a un réseau social professionnel et à 100% professionnel qui est LinkedIn, avec un réseau social Twitter qui n'est pas forcément professionnel mais qui tend à se professionnaliser, et donc avec des usages à avoir qui sont différents et auxquels il faut faire attention. Concrètement sur LinkedIn, quelques tips. Alors j'ai choisi mon profil, non pas que ce soit le meilleur, mais c'est un bon exemple par rapport aux choses qui nous paraissent indispensables. C'est déjà un titre clair pour que vous soyez identifié et qu'en termes de mots-clés, vous ressortiez dans les recherches qui sont pertinentes par rapport à votre profil. C'est un descriptif précis de l'expérience. Vous pouvez vous rendre sur mon profil si jamais, mais qui relate véritablement ce sur quoi vous avez travaillé dans le poste en question. Et encore une fois, si vous êtes développeur, les technologies associées, ou si, quel que soit votre profil, les compétences associées au projet que vous avez pu mener. C'est également se faire recommander. Dès que par rapport à vos précédents emplois ou vos emplois actuels, c'est toujours intéressant d'avoir ces références-là. De toute façon, un recruteur va vous demander des références au cours du process, normalement. Donc autant déjà avoir des noms en tête et avoir une visibilité quant à des personnes qui ont été satisfaites de votre travail par le passé. Enfin, c'est également la logique de tag sur LinkedIn qui est hyper importante, donc que l'on voit en haut à droite sur la slide. C'est des mots clés qui vont vous identifier et qui correspondent tout simplement à vos compétences. Donc là-dessus, ça vous permet encore une fois d'être identifiable très facilement par les recruteurs, parce que nous, quand on va regarder un profil, pour être sûr des compétences qu'il maîtrise, on va aller regarder directement ces tags et ça va nous permettre de l'identifier hyper facilement. Et enfin, on est sur un réseau social. Le pire des pièges serait d'être spectateur. C'est un des principaux pièges à éviter sur LinkedIn, on verra la slide après, mais c'est d'être proactif. En gros, on est sur une logique de réseau, donc ce réseau il se construit, il s'entretient, et vous avez la possibilité sur LinkedIn d'intégrer des groupes, d'intégrer des discussions. Donc là-dessus, à vous d'être pertinent dans la sélection de ces groupes-là et de ces discussions-là pour avoir une influence, pour être vu des personnes qui sont influentes dans ces secteurs d'activité-là et qui vont vous permettre d'avoir, pourquoi pas, d'ouvrir des portes par le futur. Donc là-dessus, c'est hyper important. Les pièges, à contrario, on y pense souvent, mais c'est ne pas mettre de photos. Aujourd'hui, un profil sans photo, c'est un profil qui est moins vu par les recruteurs qu'un profil avec photo. Et à contrario, je saute sur le deuxième piège qui est de mettre la mauvaise photo. Aujourd'hui, une photo de vacances ou de vous sur la plage, on s'en fout un peu en tant que recruteur. Pareil, si vous portez des lunettes de soleil, etc., c'est pas forcément des photos qui vont envoyer un bon signe. Donc choisissez une photo professionnelle et une photo qui puisse être visible de tout le monde et qui soit adéquate. Tout simplement, ça paraît évident, mais croyez-moi, on tombe sur quelques perles. Ne pas remplir ces expériences, là encore, vous perdez en pertinence quand vous allez être identifié par un recruteur. Donc ça prend pas longtemps de mettre concrètement le contenu des expériences que vous avez eues et les projets sur lesquels vous avez pu travailler et votre degré d'implication. Comme ça, encore une fois, vous allez gagner en visibilité. On est sur un réseau social, je parlais d'étendre son réseau. L'étendre, oui, mais privilégier toujours la qualité à la quantité. Nul besoin d'ajouter la terre entière sur LinkedIn, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Par contre, si vous identifiez pour vous des profils ou des personnes qui sont hyper intéressantes, n'hésitez pas à envoyer un message, n'hésitez pas à personnaliser votre message, puisque la dimension aujourd'hui que l'on ne veut pas, c'est la dimension robot. On est des humains, le recrutement et rechercher un poste, c'est quelque chose qui concerne l'humain. Donc n'hésitez pas à marquer votre différence et à customiser au maximum si jamais vous envoyez un message à quelqu'un. Enfin, comme je disais, être spectateur, juste avoir un profil LinkedIn ne va pas vous apporter grand-chose si vous n'êtes pas proactif là-dessus. Si vous n'allez pas contacter les bonnes personnes, si vous ne participez pas au bon groupe de discussion pour vous, vous n'allez pas en avoir véritablement les fruits et vous n'allez pas en mesurer toute la valeur ajoutée que peut apporter aujourd'hui LinkedIn, tout simplement. L'autre, du coup, levier qui est aujourd'hui hyper important et sur lequel on travaille de plus en plus, c'est Twitter. Twitter, vous connaissez tous, on peut à la fois commenter l'émission de télé qu'on a vue hier, comme trouver un job, puisque les sociétés y sont de plus en plus présentes, et ça devient également pour elles un canal qui est de plus en plus important pour toucher les communautés de candidats qui veulent, tout simplement. Aujourd'hui, Twitter vous permet un peu de suivre qui vous voulez,
Donc encore une fois, c'est un travail d'identification en amont pour vous, de savoir quelles vont être les personnes qui vont être les plus pertinentes, qui est-ce qui est bon à connaître et avec qui il est bon potentiellement d'échanger. Vous allez avoir la chance de pouvoir peut-être échanger avec la personne qui fait le job dont vous rêvez, donc profitez-en. Encore une fois, il faut personnaliser le contenu que vous publiez. Si vous retweetez quelque chose, c'est le but du jeu, mais ajoutez-y votre touche personnelle. Tout simplement pour que quand on voit votre fil de tweets, on se dise voilà, qu'il y a quelqu'un derrière, et qu'encore une fois, ce n'est pas simplement une machine qui retweet à outrance ce que les autres disent. Donc le but étant d'être un leader d'opinion, toute proportion gardée, mais d'avoir toujours cette logique de customisation en permanence dans vos interventions. Personnalisez vos approches. Twitter est encore moins conventionnel, moins formel qu'un LinkedIn par exemple. À la base, ça peut être pour un usage tout à fait privé. Veillez à ça et profitez de cet espace de liberté qui vous est dédié pour justement faire la différence. Que ce soit dans votre biographie, là on voit clairement avec Urban Linker, bon, on a un cabinet de recrutement, mais on explique très rapidement notre spécialité et avec les hashtags qui sont pour nous les plus importants. Là vous avez la possibilité de toucher les communautés auxquelles vous allez être directement confronter et qui sont pour vous les plus pertinentes. Pour nous, ça va être des langages et ça va être des technologies, ça va être le mot startup, puisqu'aujourd'hui, on va travailler avec pléthore de startups. À vous d'utiliser cette biographie déjà pour être identifié très rapidement. Et enfin, utiliser Twitter comme un réseau social, ça paraît très simple, mais vous pouvez étendre votre réseau et encore une fois, à vous de contacter les bonnes personnes. Pareil, vous voyez les tweets et les retweets que nous, que l'on peut faire. Le but étant de cibler au maximum les communautés, encore une fois, que vous voulez pénétrer. Twitter vous permet également de mettre des liens dans votre biographie, donc n'hésitez pas à jouer sur la dimension sociale. Si vous êtes développeur et que vous avez un GitHub, n'hésitez pas à l'indiquer, n'hésitez pas à linker ça avec votre profil LinkedIn. Si vous êtes un UX UI designer, n'hésitez pas à mettre votre profil Dribbble. Là-dessus, ça vous permet encore une fois d'augmenter votre visibilité et de favoriser l'interconnectivité sur votre présence sur le web. Évidemment, qui dit des tips, dit forcément des pièges sur Twitter à éviter. Le spam, ça sert à rien d'écrire 150 fois la même chose ou de contacter 150 fois la personne. Tout ce que vous allez réussir, c'est tout simplement qu'elle vous bloque, que vous ne puissiez plus entrer en contact avec cette personne, ce qui serait dommageable si vous l'aviez identifié. Encore une fois, de bâcler sa bio, son descriptif serait une erreur puisque vous perdrez tout simplement en customisation. Être trop bavard également, parler sur tout et n'importe quoi peut vous desservir. N'hésitez pas à choisir les centres d'intérêt et les centres d'action qui sont pour vous pertinents, encore une fois, par rapport à votre profil. Là, encore une fois, vous allez gagner en crédibilité si vous ciblez véritablement votre communication. Et enfin, attention à la tendance robot, tout simplement. Les réponses automatiques, quand quelqu'un vous follow back, n'hésitez pas à avoir un message de remerciement qui est customisé. On est vraiment dans cette logique à s'éloigner au maximum de la dimension robot, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou peut-être qu'on les verra après. Ok. Concernant le process de recrutement, aujourd'hui, on s'est focalisé sur le process de recrutement startup, c'est celui qu'on connaît le mieux et qui est le plus intéressant. Il faut savoir que tout existe en termes de longueur de process, en termes des différentes étapes qu'on peut vous demander. La logique que nous, on voit aujourd'hui, c'est qu'un process de recrutement en startup peut aller vite et qu'il faut y être préparé. Il n'est pas rare qu'un client puisse vous voir à 18 h et qu'à 19 h 30, vous ayez une offre potentielle. Ils ont une logique généralement time to market qui est assez serrée, ils savent exactement ce qu'ils veulent en amont, s'ils sont préparés, et donc le process de recrutement peut être hyper réactif. Après, vous avez différents entretiens et différentes possibilités d'entretien qui peuvent survenir. Généralement, si vous êtes un développeur, vous ne pourrez pas échapper à la dimension test technique. On peut aussi bien vous demander de développer une application, de fournir un bout de code, ou ça peut être un test sur papier, de développer un algorithme, ou de développer quelque chose chez vous. C'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas y échapper. Ça peut être, encore une fois, fait en direct ou chez vous. Vous avez tout ce qui est test de personnalité qui peut arriver. Ne soyez pas surpris si vous avez des rendez-vous qui sont moins formels. Pour le coup, c'est aller boire un verre avec l'équipe pour tout simplement mesurer votre capacité d'adaptabilité. On retrouve la logique de ok, on veut quelqu'un qui a des compétences, mais on veut aussi surtout quelqu'un qui sache s'intégrer dans notre équipe, qui va grandir avec le projet et qui va s'épanouir dans la société. Et généralement, sortir du cadre de l'entretien, qui peut être un peu stressant, permet à la société de voir un petit peu comment vous interagissez. Et vous, ça vous permet tout simplement de voir dans quoi vous vous projetez. Donc ne soyez pas surpris, ça peut prendre la forme d'un verre, d'un apéritif ou d'un déjeuner.
Et enfin, vous pouvez avoir un entretien avec les différents pôles métiers de la société, donc que ce soit d'un point de vue commercial, que ce soit d'un point de vue produit ou même la direction. Là-dessus, plusieurs interlocuteurs peuvent se succéder tout au long de l'entretien. Encore une fois, il faut être préparé au fait qu'un process de recrutement peut être rapide et qu'il y a plusieurs concurrents potentiellement sur le même poste, donc une prise de décision plutôt réactive vous sera demandée. On est dans une logique de séduction qui est réciproque. C'est à vous de montrer des choses, tout comme à la société d'être réactif si effectivement votre profil l'intéresse. Quelques tips pour réussir son entretien. Le premier tips, évidemment, c'est se renseigner sur la société. Si vous arrivez sans connaître le produit de la société, sans connaître potentiellement les clients, la vision de la société telle qu'elle a bien pu la laisser paraître, soit sur son site web, soit via sa communication, c'est une erreur et qui est en plus facile à éviter. Il vous suffit de regarder sur le site, de voir clairement ce que la société publie sur Twitter ou ses dernières actualités sur son blog pour avoir une vision très concrète et précise de ça. Ensuite, n'hésitez pas à faire des recherches sur la personne avec qui vous allez avoir l'entretien. Ça peut faire office de questions qui sont pertinentes et vous allez créer du lien, tout simplement par rapport à ça. Enfin, ça paraît évident, mais maîtrisez tout le contenu de votre CV. Il serait dommage de se faire coller sur quelque chose que vous avez indiqué dans votre CV. Et donc, pour corroborer ça, effectivement, mentir, cacher une expérience ou trop en dire sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, peut se retourner hyper rapidement contre vous et dans ce cas-là, vous perdez toute crédibilité. Enfin, pour le process et suite à l'entretien, si effectivement la société vous intéresse véritablement, et même dans le cas contraire, toujours remercier l'interlocuteur via un petit mail synthétique et pourquoi pas ne pas récapituler clairement ce que vous avez compris du besoin et en quoi vous allez y répondre de façon très succincte. Enfin, si vous n'avez pas forcément de retour dans les 48-72 heures, passer un petit coup de fil pour signifier votre motivation ne peut pas faire de mal, tout simplement. Enfin, quelques pièges. J'en ai sélectionné 5, il y en a beaucoup que l'on peut avoir dans ce cas de figure. Le plus simple, c'est arriver en retard, ça paraît évident, mais aujourd'hui, c'est un piège qui est récurrent et qui agace potentiellement quand on s'est mis d'accord sur un horaire. Donc à vous de préparer en amont le trajet, s'habiller de façon inappropriée. Encore une fois, avoir une logique où vous allez cibler la société, aller en costard-cravate dans une start-up qui a été montée par deux mecs qui ont 25 ou 26 ans. Est-ce la bonne solution? Si on s'adresse à un grand groupe, peut-être qu'il faudra s'habiller de façon un peu plus smart, etc. Donc n'hésitez pas à cibler par rapport à ça, à être intelligent dans votre façon de préparer l'entretien. Attention aux expressions corporelles, maintenir votre langage à ce niveau-là, s'étirer, bâiller ne va pas forcément être significatif de bons messages que vous allez transmettre à votre futur peut-être employeur. Et enfin, le fail to prepare. Effectivement, si vous ne préparez pas l'entretien, vous vous exposez à des déconvenus, tout simplement. Tout comme si vous mentez sur votre cursus, sur votre CV, ça va se voir forcément à un moment ou à un autre. Le digital aujourd'hui est un monde qui est très petit, tout le monde se connaît plus ou moins, donc vous auriez tort d'utiliser le levier du mensonge pour avoir un poste, tout simplement. C'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Oui. Vous dites que vous êtes centré candidat. Ouais. Et le but pour un bon candidat, c'est aussi d'avoir les bonnes missions. Oui. Comment faites une des pires des missions, je pense, c'est de la maintenance applicative sur un projet qui a beaucoup de dettes techniques. Clairement. Même énormément. Comment faites-vous pour filtrer les bonnes missions? Alors du coup, nous on est aussi exigeants, on a la coutume de dire qu'on est aussi exigeants avec nos clients qu'avec nos candidats. Aujourd'hui, on est aussi sélectif, voilà, justement dans les projets que l'on va sélectionner. On sait, comme vous venez de le stipuler très justement, que tout ce qui est maintenance applicative sur un projet avec une forte dette technique ne va pas forcément être très vendeur. Or, notre but est d'être très pertinent aussi dans la vision qu'ont de nous nos candidats. Donc en gros, cette vision, c'est l'accompagnement, etc., comme je vous le disais, mais c'est aussi la pertinence et l'attractivité des projets qui sont proposés. Donc aujourd'hui, c'est effectivement, on voit un client qui nous parle de technologies qui existaient il y a 15 ans, qu'il a peut-être prévu de passer sur des technologies récentes, mais rien n'est enclenché. S'il nous parle d'un projet sans forcément grosse valeur ajoutée, effectivement, comme peut l'être une maintenance sur un projet avec une forte dette technique, ça va pas forcément être pour nous un projet qui va être attractif pour nos candidats, et donc du coup, nous, on perdrait en crédibilité par rapport au message qu'on veut faire passer. Donc du coup, ça paraît un peu bizarre pour un cabinet, mais on peut dire non à certains clients justement pour ces principes-là.
Par exemple, une des bonnes questions, ça serait par exemple demander s'ils ont un schéma de la base de données. C'est un peu technique, notamment pour un RH qui a pas grand fait. Mais je sais par expérience qu'il y a beaucoup de clients qui n'en ont pas. Et c'est un gros problème. Est-ce que vous posez ce genre de questions Nous, on essaie d'être le plus précis possible, effectivement, quand on va qualifier un besoin. Donc aussi bien dans la dimension purement technique de tous les outils qu'ils peuvent utiliser. Et là, on va mapper assez rapidement les outils, si c'est des outils qui sont plutôt modernes, si c'est des outils qui sont plutôt recherchés par les développeurs ou pas du tout. Et dans ce cas-là, on va pouvoir analyser très rapidement et jauger de l'attractivité de l'offre. Donc après, les questions, on pourra en parler si vous voulez. Il y a moult questions que l'on va poser en termes de challenge technique, en termes de typologie de techno utilisée, en termes d'ambition du projet et de typologie de produits sur lesquels le candidat va être amené à travailler et quel va être son périmètre de poste de façon très concrète. Après, voilà, on rentre au maximum dans la technique justement pour être les meilleurs interlocuteurs, les meilleurs ambassadeurs de la société après. Donc le but, c'est de qualifier ça dans le détail en amont. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui. Merci pour cette présentation. J'ai juste une question en fait qui concerne le titre en fait que vous conseillez de donner à votre profil. Oui. Alors sur un CV, j'imagine que c'est logique de mettre un titre qui a un rapport avec le poste qu'on brigue. Mais si on vient de finir ses études et qu'on n'a pas encore obtenu ce type de poste-là, à quel point ça vous paraît pertinent ou justifiable de mettre, par exemple, je cherche un poste de data analyst, je mets machin data analyst sur mon profil LinkedIn, alors que j'ai pas encore occupé ce poste-là puisque. Je suis d'accord avec vous. C'est une bonne question. Là-dessus, vous pouvez mettre que vous êtes en recherche active de la typologie du poste que vous recherchez. Le but pour vous, c'est d'être visible sur le poste véritable que vous souhaitez intégrer. Après, encore une fois, si vous mettez data analyst, effectivement, ça peut paraître trompeur pour un recruteur parce qu'il va regarder votre CV, il va dire ok, vous n'avez pas d'expérience en data analyst. Voilà. Mais du coup, vous pouvez mettre je suis en recherche d'un premier poste en tant que. Et là-dessus, vous serez crédible et au moins le recruteur, quand il vous contacte, c'est en connaissance de cause. Merci. Je vous en prie. Monsieur. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir. J'avais une question. Dans les tags, dans LinkedIn, est-ce que c'est faisable ou ça fait un peu chelou de mettre des traits de caractère, par exemple, au niveau des compétences ? Du style, ouais, je suis super fun comme mec, il t'as tout le monde qui like derrière. Ouais, moi je le conseille pas forcément. Le but, LinkedIn, c'est professionnel et c'est de jauger véritablement tes compétences dans un premier temps et d'avoir une vision sur tes compétences. Après, l'image qu'on a de toi, on va nous la creuser, que ce soit dans un premier échange téléphonique et après on va te rencontrer, donc on sera même de mettre en valeur ça. Après, mettre fun clairement dans ton profil LinkedIn. Non, enfin, fun, c'était plus caricatural, c'était plus dans l'idée de décrire un mindset. Après, tu peux mettre effectivement tu peux mettre tes traits de caractère sur des centres d'intérêt qui sont hyper importants pour toi ou des technologies qui t'intéressent ou des secteurs d'activité qui t'intéressent véritablement. Après, sur un trait de caractère, à toi de jauger effectivement si c'est quelque chose qui est véritablement pertinent et qui peut faire la différence. D'accord, ok. Bon, enfin, c'est pas mal placé de le faire, quoi. Tout c'est dépend. bien mesuré. Après, exactement. Il faut que ce soit mesuré, effectivement. Ok. Merci. Je t'en prie. Là-bas derrière. Bonsoir, vous avez parlé des tests de personnalité. Quels sont les tests que vous utilisez et quels vont être les types de profils qui sont les plus recherchés derrière par les startups ? Alors, nous, à titre purement en tant que cabinet chez Urban Linker, on ne va pas utiliser de tests de personnalité. Pas qui existe sur le marché en tout cas. Notre rôle, c'est d'échanger. C'est véritablement de désacraliser déjà la relation qu'il peut y avoir entre un cabinet et un candidat. Donc, nous, on ne va pas faire test de personnalité. On va plutôt voir un petit peu comment vous avez mené vos expériences, quels sont les traits de personnalité que vous mettez en avant, quelle est l'ambition que vous allez rechercher dans un projet, et par rapport à ça, on va essayer d'ajuster au mieux avec les projets qu'on aura dans notre portefeuille pour cibler tout simplement ce qui va vous plaire par rapport à la discussion qu'on aura eue ensemble. Donc le but, c'est d'être totalement informel et d'ouvrir au maximum l'échange. Après, le type de profil recherché par les startups, aujourd'hui, clairement, tout type de profil peut être recherché par les startups. Je ne sais pas si vous avez une idée en tête. Moi, je cherche justement à recruter des gens et j'ai eu des mauvaises expériences. Où il y a des gens qui se vendent très bien, qui ont une très grosse motivation et qui finalement ne travaillent pas tant que ça et la qualité n'est pas là. Et à côté de ça, les meilleurs sont ceux qu'on entend le moins. Et par contre, ça dépote. Mais la question, c'est comment arriver à faire la différence entre ces deux profils en entretien. Alors, en entretien, effectivement, quelqu'un qui se vend hyper bien et qui a les bons tips pour réussir un entretien, vous pourrez forcément vous faire avoir. Moi, la principale méthode qui me vient en tête, c'est clairement de checker les références
pour être sûr de voir comment la personne a déjà évolué dans d'autres environnements et hors du cadre d'entretien. Nous, je sais qu'on le fait systématiquement pour chacun des candidats. D'une part, ça consolide un dossier, ça nous permet d'avoir ainsi un double avis par rapport à ce candidat-là. Donc, je ne sais pas si dans le cas que vous aviez effectué, ça avait été fait. Non, on n'avait pas fait ça. Moi, je vous le conseille véritablement. Aujourd'hui, d'une part, c'est tout à fait légal. On n'a juste pas le droit de publier une référence négative au sujet d'un candidat. Mais moi, c'est ce que je vous conseille véritablement, puisque en entretien, encore une fois, si la personne connaît un peu tous les bons leviers, elle pourra vous avoir. Après, à vous de préparer en amont l'entretien. C'était des candidats en direct ou via un cabinet En fait, la personne m'a contacté directement. D'accord. Et elle a contacté tous les autres experts du secteur. D'accord. Et quand on regardait, c'était un stage de césure en fait. Okay. Quand on regardait tout le profil, ça collait. Et en fait, même encore maintenant, le profil, il l'envoie. Moi, je vois à la fin du stage ce qu'il met. Il survend en fait ses compétences. Okay. Et on se rend compte dans la réalité que la personne n'est pas là en termes de motivation et de qualité de travail. C'est un super vendeur par contre. D'accord. Après, l'alternative qu'on peut avoir, alors pas forcément dans votre cas, mais que l'on peut tout à fait envisager, c'est la mise en situation pour 2-3 heures, de le mettre dans les conditions réelles de son futur environnement et des tâches qui lui seront attribuées. Alors effectivement, attention aux notions de confidentialité, etc. évidemment, mais ça peut être un bon outil pour vous pour voir clairement sur au-delà d'une heure d'entretien où c'est un véritable échange, mais sur les tâches qui peuvent lui être incombées, in fine, s'il a le poste, de voir comment il réagit. Plus les références, normalement, vous aurez un bon aperçu. Ok, merci. Je vous en prie. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de candidats en reconversion, parce que quand vous parlez de références, de recommandations, d'expérience aussi. Ouais. Et après, je me souviens bien sur le CV que vous avez montré, en fait, c'était la personne cherchait un poste en Python et C++, mais en fait, elle avait un doctorat en biologie, en biochimie, quelque chose comme ça. En fait. Mais bioinformatique. Donc, du coup, il avait manipulé toutes les technologies informatiques. Et du coup, je veux juste savoir si vous avez vous avez des expériences de candidats qui sont en reconversion, donc du coup, forcément, qui n'ont pas de recommandations ou alors qui travaillent dans d'autres secteurs complètement différents. Alors, on en a de plus en plus. Pour le coup, le web aujourd'hui est d'une part un secteur qui recrute et d'autre part qui connaît une pénurie d'un point de vue candidat. C'est pour ça qu'il y a toutes les formations que j'ai énumérées tout à l'heure. Et donc on a de plus en plus de candidats qui s'épanouissaient pas forcément dans leur job d'avant, qui pouvaient être boulangers, qui pouvaient être vendeurs, qui pouvaient être n'importe quoi et qui aujourd'hui se disent ok, quand j'avais 15 ou 16 ans, le web m'intéressait, j'avais codé quelques lignes, etc. et qui du coup veulent en faire leur métier parce qu'ils voient qu'effectivement c'est hyper porteur. Ça, c'est des profils qu'on a tous les jours. Donc après, pour répondre à votre question sur les références, au final, on est tout à fait conscient que si on est dans une logique de reconversion, on ne pourra pas avoir la référence d'un point de vue technologique ou d'un point de vue technique qui peut attester d'un niveau ou quoi que ce soit. Par contre, on a la logique comportementale qui est hyper important et qui va pouvoir être tout simplement mise en valeur. Donc de voir que vous êtes quelqu'un qui arrive à l'heure, qui quand on lui confie une tâche, c'est fiable et vous allez au bout de votre projet, que vous intégrez super vite à une équipe. C'est tout autant d'éléments qui sont aujourd'hui hyper importants pour une société et qui ont autant de valeur tout simplement qu'un niveau technique. Encore une fois, encore plus si vous êtes dans une logique de reconversion où ce niveau technique, c'est à vous de le prouver et c'est à la société de voir votre potentiel. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bonsoir. Je suis recruteur, pas candidat. On a une problématique assez claire, nous, c'est que les candidats s'estiment très mal au niveau technique, avec une caractéristique très présente. Les filles se sous-estiment et les garçons se surestiment. Et quand je dis que les garçons se surestiment, mais c'en est risible parfois. Alors, est-ce que vous avez un bon truc pour que les gens s'estiment à peu près correctement ? Parfois, je leur demande d'aller faire un test sur Upwork, mais c'est des tests qui prennent 4 heures pour avoir un niveau. Donc souvent, après, je fais des petits tests. Mais est-ce que sinon, vous avez un peu le Graal, quoi ? Alors le Graal, je mentirais si je vous disais que je l'avais. Aujourd'hui, effectivement, on a pléthore de candidats avec des candidats qui se vendent hyper bien, des candidats qui se sous-estiment effectivement. Bon, la dichotomie homme-femme, je ne sais pas, je ne l'ai pas forcément remarqué. J'ai vu des candidats masculins qui se sous-vendaient également et des candidats féminins qui pouvaient se survendre. Donc on va plus être dans une logique d'estimation d'un niveau.
Pour nous aujourd'hui, on n'a pas le Graal, par contre on va mettre en œuvre un process qui est hyper rodé et qui va se baser sur le partage d'expérience et aller chatouiller un petit peu les candidats sur les points qui sont pour nous pertinents par rapport aux besoins sur lesquels on va recruter. Donc du coup c'est par rapport à ses propres contraintes de voir concrètement comment le candidat va se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'il a déjà touché ces logiques là, est-ce que non, et comment il peut réagir par rapport à ça. Après sur un niveau technique effectivement il y a du Upwork, nous on travaille avec SmartError par exemple qui est SmartError qui est en fait un test sur toutes les technologies possibles. Donc le candidat peut sélectionner la technologie qui l'intéresse, ou vous pouvez lui demander de sélectionner la technologie qui vous intéresse, et vous avez un échantillon assez simple et plausible de ses compétences. Après, un candidat, encore une fois, qui va se survendre, il n'y a qu'en le testant que vous allez voir véritablement son vrai niveau par rapport, vous, à vos prérequis. Parce qu'encore une fois, un candidat peut être excellent pour une société A, peut être moyen pour une société B, ça va vraiment dépendre des challenges qui sont associés à ça. Donc là, clairement, le Graal, c'est de tester le candidat et de le mettre en situation. Ou, dans un poste purement technique, de lui demander de vous donner des lignes de code. Et là-dessus, vous allez pouvoir, de façon très concrète, s'il dit vrai ou s'il surjoue un petit peu. J'ai une petite question. Je suis là. Pardon. Est-ce que vous voyez une différence de traitement entre les candidatures féminines et masculines, sachant que c'est quand même des milieux qui sont encore très masculins, que ce soit dans le positif ou dans le négatif? C'est-à-dire qu'on peut aussi rechercher une femme développeuse parce que ça fait du bien à l'image. J'imagine que vous ne pouvez pas trop vous épancher sur le sujet, mais est-ce que vous voyez ce genre de petites... Aujourd'hui, on est effectivement sur un milieu, notamment les développeurs, sur un milieu qui est pratiquement masculin à 80-90%. Je n'aurai pas le chiffre exact. Je ne vois pas de différence d'appréhension, en tout cas, de la part de nos clients sur que ce soit une femme ou un homme. Là-dessus, pas du tout, clairement. Et justement, les filles développeuses, c'est plutôt une réaction positive qu'ont nos clients par rapport à ça. Parce que c'est des équipes qui sont aujourd'hui quasiment masculines, donc ça leur fait du bien d'avoir une autre vision, et apparemment les filles ont une autre vision du code, donc qui est apparemment hyper enrichissant par rapport aux garçons, tout simplement. Donc différence non, après effectivement les profils féminins, et notamment dans le développement, sont hyper appréciés. Donc, voilà. Après effectivement je ne peux pas faire de différence, mais nous on voit qu'un CV soit masculin ou féminin, soit on va faire en aucun cas de différence. Je sais juste que nos clients sont contents quand on envoie un développeur web qui est une fille. Je voulais juste poser une question supplémentaire. Ouais. Vous avez parlé de Upwork et SmartError. C'est des outils que les candidats peuvent utiliser pour s'auto-évaluer? SmartError, c'est gratuit. Alors, vous avez une utilisation qui est limitée, je crois, quand vous êtes candidat, mais que vous pouvez utiliser effectivement. Et ensuite, vous avez un principe de lien que vous envoyez à la personne concernée par email, et lui pourra avoir accès à vos résultats. Non, en fait, ma question, c'est justement pour éviter de se sous-vendre ou de se survendre, d'avoir un... Est-ce que ça peut servir pour avoir soi-même... Ah oui, ça, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez avoir clairement le résultat, vous pouvez tester sur les technologies que vous souhaitez. Ok, merci. Tout à fait. Pardon. Plus de questions? Ok. Ah. Et monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour avec plaisir. Cette petite conférence. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais c'est quoi pour vous le profil parfait d'un product owner junior en fait, qui sortirait d'école et qui souhaiterait acquérir Ok. Le profil parfait en soi, bon, il n'y a pas forcément de profil parfait, puisqu'aujourd'hui la dimension product owner, on peut avoir aussi bien des mecs qui viennent d'écoles d'ingénieurs que des gens d'écoles de commerce. Donc là, ça va vraiment être une appétence clairement pour la logique métier et pour le sens organisationnel que vous allez pouvoir mettre en valeur. Puisqu'aujourd'hui, le métier de product owner, c'est quelque chose qui est hyper nouveau. Donc on ne peut pas, d'une part, vous demander une expérience de 10 ans sur un poste de product owner. Après, c'est vous être force de proposition et en veille un petit peu sur tout ce qui a attrait au product owner aujourd'hui en termes d'actualité, en termes de blog, etc. Donc de suivre les bonnes personnes, de regarder les bons articles pour avoir matière à être crédible là-dessus et de montrer clairement votre motivation pour cette suite de poste. Aujourd'hui, votre dimension veille va être aussi importante qu'une expérience pure. Donc voilà. Merci. Je vous en prie. Et monsieur qui avait une question, je crois. Merci.
Quelles sont les différences entre le recrutement aux États-Unis et ici en France? Du coup, à quel niveau particulièrement? Tech et mais c'est du web plutôt. Ok, quand on est une société ou quand on est un candidat? Dans les deux sens. Ok. Difficile de répondre, j'ai pas encore été aux États-Unis. Le recrutement aujourd'hui des développeurs aux États-Unis est devenu de plus en plus exclusif entre guillemets, et on voit une nouvelle tendance qui est le métier d'agent de recruteur. On voit que c'est des salaires qui sont vachement plus importants que chez nous aujourd'hui, et il n'est pas rare de voir un développeur gagner 100, 120 000, 140 000 $, alors que pour nous c'est des montants qui nous sommes astronomiques. Donc la différence en termes de recrutement, aujourd'hui en France on va encore vous demander quels sont vos diplômes potentiellement, aux États-Unis on va vous dire ok, qu'est-ce que vous savez faire. Donc le recrutement en tant que tel, je ne vais pas vous mentir et je ne vais pas m'étendre parce que je ne le connais pas véritablement. Je sais juste que la dimension pour aller chercher les développeurs est basée uniquement sur la contribution énormément sur tout ce qui est GitHub et Stack Overflow. Aujourd'hui, un développeur américain qui veut être connu ou qui veut se faire voir, il est vraiment présent sur ces réseaux-là. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il va être recruté. Tout simplement. Donc après, en termes de différence majeure, moi c'est la principale que je vois, c'est que les profils sont beaucoup plus connectés, contribuent beaucoup plus à tout ce qui est GitHub, Stack Overflow, alors qu'en France, c'est encore une minorité de candidats qui peuvent mettre en valeur ces expériences-là et cette contribution-là. Donc on est vraiment dans le savoir-faire pur et de montrer clairement ce que l'on a fait, ce que l'on a produit, et de voir les sociétés qui sont intéressées. Moi, c'est la principale différence que je note encore aujourd'hui, et je pense qu'on va y arriver. Et en France, on tend de plus en plus vers cette logique-là également. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un problème pour trouver un petit peu des salaires, on va dire, pour cadrer des types de postes. Déjà sur des postes de junior et encore plus dans une logique de reconversion. Reconversion, on va dire, partielle, pas forcément d'un métier sur quelle totalement typologie différent. de poste du coup? Sur les types de postes que vous avez présentés, sur de la big data ou sur du product owner. Je trouve que c'est très difficile d'avoir une fourchette un peu de ce qu'on peut C'est des nouveaux métiers, donc effectivement c'est délicat. Je vous conseille, et c'est pas de la pub, mais je vous conseille d'aller sur le site d'Urban Linker, puisque chaque année on fait une étude justement sur les salaires là-dessus. Je sais pas si vous y êtes déjà allé du coup. La difficulté c'est surtout sur les profils qui sont en reconversion. Sur les profils juniors, oui, vous ciblez pas mal, mais du coup, sur un profil en reconversion, va être plus ou moins junior dans le futur poste, entre guillemets. Donc là-dessus, vous pouvez vous étalonner par rapport à ça. Après, il est délicat quand on avait un salaire qui était plus important dans son précédent job et d'être plutôt qualifié de junior dans un poste qui va être totalement différent. Donc ce gap-là, c'est clairement à vous de l'envisager, de voir véritablement comment vous pouvez vous inscrire par rapport à ça. Donc vous, chez Urban Linker, vous ne prenez pas du tout en compte, on va dire, l'expérience précédente? Même s'il y a plusieurs années, c'est plutôt nous, on va être force de conseil par rapport à nos clients. On s'inscrit par rapport à des fourchettes de salaire qu'ont, on va dire, nos clients a priori, et nous on les conseille pour voir s'il y a une vraie corrélation marché, s'ils ne sont pas à côté de la plaque. Après, évidemment qu'on va la considérer. Maintenant, je prends un exemple et je vulgarise au maximum, mais quelqu'un qui a 15 ans dans la banque, qui va être à 60 ou 65 000 €, qui veut être développeur PHP junior, il ne pourra pas avoir le même niveau de rémunération. Donc je fais le grand écart volontairement, non pas qu'on ne considère pas l'expérience avant, mais que d'un point de vue purement opérationnel, la personne ne va pas pouvoir prétendre au même niveau d'expertise, ce qui est logique vu que c'est une reconversion. Donc l'écart, encore une fois, là c'est vraiment une logique au cas par cas. Si l'expérience est totalement différente, il sera délicat de la prendre en compte, tout simplement parce que vous allez avoir un jeune diplômé qui va avoir le même niveau d'expérience finalement dans le prérequis qui peut prétendre tout simplement à ce salaire-là. Donc on prend en compte l'expérience précédente. Il faut voir véritablement dans quelle mesure. Là-dessus, je ne peux pas vous donner une réponse qui est précise parce que les cas vont être hyper différents. Parfois, on va pouvoir la prendre en compte, parfois très difficile malheureusement. Alors moi, c'est pas pour poser une question, mais c'est plutôt pour répondre à la question du monsieur du camping qui est devant. Par rapport au recrutement aux États-Unis, moi j'y étais pendant 2 ans. Il y a une grande différence, il y en a 2 en fait, je vais en citer 2. La première, c'est des technologies, des profils beaucoup plus spécialisés. C'est-à-dire qu'ici, on cherche beaucoup de développeurs full stack. Aux États-Unis, c'est inimaginable. On cherche des développeurs back sur une technologie bien précise, qui ont fait ça toute leur vie, des développeurs sur d'autres technos. Et le deuxième point, c'est que autant ici, on a des difficultés de recrutement, on pense avoir des difficultés de recrutement sur un marché en tension. Aux États-Unis, ils rigolent. Là-bas, c'est la guerre. Le marché est beaucoup plus en tension qu'ici.
Ok. Bah, merci à tous en tout cas d'être venus au wagon pour ça, et merci à Urban Linker pour parler de ces thématiques. C'est vrai qu'on sait pas forcément les thématiques dont on parle souvent au wagon, alors que c'est un de nos rôles finalement de parler du recrutement et de l'après, en fait, quand on a des compétences notamment techniques, qu'est-ce qu'on en fait après et comment on trouve un job. N'hésitez pas sur le meet-up, sur cet événement, à commenter et à peut-être formuler des besoins plus précis. Par exemple, si vous voulez savoir exactement dans un entretien technique de développeur les types de questions qui sont posées dans des boîtes qui ont des processus assez cadrés comme Captain Train, comment ils font exactement pour sélectionner des développeurs et quel est leur processus. N'hésitez pas à commenter ça sur Meetup pour nous donner un peu des billes sur le type d'événement que vous voulez qu'on organise finalement. Parce que là c'était assez finalement général, donc c'était on va dire du bon sens et plein de types de bon sens. Si vous voulez quelque chose de plus précis, voilà, le recrutement sur des postes de data scientist ou de développeurs, n'hésitez pas à nous le faire remonter, comme ça nous on pourra essayer de designer des événements un petit peu plus custom. En tout cas, merci pour ce talk. Avec plaisir. Merci à vous.